Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Murer, qui est économiste, souverainiste, économiste. Bonjour Philippe. Vous êtes aussi auteur, vous avez écrit un livre, Sortir du capitalisme du désastre. Et je tenais aussi aujourd'hui à vous recevoir puisque, en tant qu'économiste et souverainiste, c'était peut-être intéressant de faire un bilan des années Macron, du quinquennat Macron. Un bilan économique. Un bilan économique, bien sûr, tout à fait. Mais peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les auditeurs, il serait intéressant que vous expliquiez ce que c'est qu'un économiste souverainiste, parce que moi, je ne suis pas 100% certain de savoir exactement ce que c'est. Souverainiste, c'est qui veut que la France ait sa souveraineté et donc sa capacité, que le gouvernement ait sa capacité à décider. En fait, c'est économiste gaulliste. Économiste gaulliste. Voilà, économiste gaulliste. Moi, je me reconnais tout à fait dans la politique économique du général de Gaulle. Bien sûr qu'il faudrait moderniser et adapter à notre époque. Et donc, dans sa capacité à décider, dans sa capacité et sa compétence, vous avez donc fait une analyse du quinquennat économique d'Emmanuel Macron sur divers agrégats macroéconomiques. Oui. Donc, on va parler quoi, de la croissance, de la dette, du chômage, de ce que dit Macron sur l'industrie, sur la réindustrialisation, la baisse du chômage, etc. Toutes ces grandes données. Parce qu'on en parle très peu finalement de ce que fait Macron. On a entendu Bruno Le Maire oser dire il y a 2 mois qu'en fait c'était le retour des 30 glorieuses. Donc factuellement, le gouvernement Macron a fait 0,5% de croissance par an. Donc c'est quand même très 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 loin des 30 glorieuses avec la croissance à 4 ou 5% par an. On a une croissance extrêmement faible. Donc si on devait résumer ce quinquennat en quelques chiffres, quels seraient pour vous les chiffres clés? Ou alors déjà quelques mots. Dégradation, en fait, continuation de la dégradation. La France vers la tiers-mondisation et falsification en fait du bilan par le gouvernement, quoi. Donc les chiffres clés, premier, c'est la croissance qui est extrêmement faible et beaucoup plus faible que par exemple la Suède qui a eu 3 ou 4% de croissance en plus que nous, ou les États-Unis. Ou même l'Allemagne, on va dire. L'Allemagne, oui, on est à peu près au même niveau que l'Allemagne. L'Allemagne, le moteur de la croissance allemande, en fait, est pas mal arrêté depuis 5 ans aussi. Et ils ont aussi un problème d'industrie qui apparaît en Allemagne, qui est apparu plutôt en France et en Italie, mais qui apparaît en Allemagne. L'autre chose importante, c'est tout ça avec 640 milliards d'euros de dette. C'est-à-dire qu'il a cramé 640 milliards d'euros de dette, mais pour avoir zéro croissance. On a un déficit public qui a explosé à 7% du PIB en 2021, et tout ça n'a créé aucune croissance. Donc on voit que le bilan, déjà, globalement, les grands chiffres, grands agrégats sont mauvais. Mais il va répondre probablement qu'il y a une crise sans pareil, une crise sanitaire, des confinements. C'est vrai, mais en fait, ce qu'a fait la Suède a pratiquement pas d'augmentation de la dette publique, infinitésimale, beaucoup plus de croissance que nous. C'est la gestion du Covid qui a été très mauvaise de la crise sanitaire et non la crise sanitaire elle-même, puisque vous le savez mieux que moi, mais la Suède a moins de morts que la France, 25% de moins de morts par habitant que la France, et en même temps, on n'a eu aucun problème de claquer un pognon de dingue, le quoi qu'il en coûte de Macron, on n'en a pas eu besoin, et donc il se retrouve avec un meilleur bilan en termes de croissance, de dette publique et même sanitaire. Donc quand vous entendez les journalistes et les membres du gouvernement dire que tous les autres pays ont fait pareil, vous ne vous reconnaissez pas dans ce propos? Non, c'est faux. C'est vraiment tout à fait faux. Et vous allez nous expliquer un petit plus en détail pourquoi. Alors, l'autre sujet, l'autre problème, c'est la désindustrialisation. Parce qu'en fait, Macron annonce qu'il a arrêté la désindustrialisation, qu'il a réindustrialisé. Or, quand on prend les chiffres d'Eurostat, les statistiques européennes, on voit que la France, sous Macron, a perdu 5% de sa production industrielle. Donc c'est encore un chiffre complètement faux, une idée complètement fausse que sort Macron. Et d'ailleurs, on retrouve cette chose-là au niveau du déficit commercial, puisqu'il a fait un déficit commercial record de 85 milliards d'euros qui montre tous les problèmes qu'a notre industrie. Mais comment arrive-t-il à cette conclusion? Comment arrive-t-il à ce chiffre, justement, pour se permettre de il falsifie. Là, il falsifie. Je veux dire, il imagine qu'il n'y a pas des économistes sérieux ou des journalistes qui vont aller chercher les chiffres juste dans les bases de données publiques d'Eurostat pour aller vérifier ces chiffres. C'est une espèce de fainéantise des journalistes mainstream, en fait, qui ne vont pas vérifier les chiffres de Macron, quoi. Et la Cour des comptes fait son travail un petit peu plus tard, on va dire. Oui, la Cour des comptes, c'est des rapports qui sont plus long terme. Donc là, vous êtes vraiment dans la réaction immédiate à des agrégats économiques que l'on peut voir d'ores et déjà. Exactement. Et là où c'est très grave, si vous voulez, il y a quelque chose de fondamental qu'on a complètement raté en France, que nos élites ont raté, c'est que l'industrie est la clé de la prospérité.
en fait, dans mon livre Sortir du capitalisme du désastre, je sors un graphique où en fait on positionne tous les pays sur un graphique où on met le PIB par habitant, grosso modo le salaire, le revenu par habitant, et de l'autre côté la production industrielle par habitant. Et en fait, on tombe sur une droite. C'est-à-dire que tout en haut, les plus riches, ce sont les Suisses, mais c'est pas à cause de l'industrie bancaire, qui est plutôt de plus en plus petite, mais à cause de leur industrie qui est le double de l'industrie de la France. Et ils ont un PIB qui est le double de la France par habitant. Donc là, on est vraiment en train de parler de l'industrie, on n'est pas en train de parler de l'industrie du service, on est en train de parler de l'industrie lourde. Voilà, de l'industrie lourde ou légère. Pourquoi, et je vous expliquerai pourquoi c'est la clé de la prospérité. En tout cas, on le constate. Ensuite, les pays qui s'occupent beaucoup de leur industrie, comme Singapour, le Japon, le Canada, qui la favorisent par tout un tas de mesures publiques, aussi sont beaucoup plus riches que la France. Ensuite, au milieu, on a la France, le Royaume-Uni, etc. Et tout en bas, les pays du tiers-monde. Vous voyez. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'industrie, c'est la clé de la prospérité, parce que c'est là où il y a les salaires élevés, c'est là où il y a des gains de productivité importants, que chaque personne peut produire plus que l'année précédente, et donc c'est cette richesse en fait qui irrigue toute la société, puisqu'il y a très peu de services. C'est ce qui attire des investissements aussi, quelque part. Oui, tout à fait, et ça irrigue la société. C'est-à-dire que toute la richesse qui est créée par l'industrie, elle ne reste pas dans l'industrie, elle est ensuite diffusée dans toute la société. Parce qu'évidemment, par exemple, un coiffeur en France va être 2 fois moins bien payé qu'un coiffeur en Suisse, mais c'est grâce à l'industrie suisse, finalement, que les métiers de service en Suisse sont bien payés, puisque la productivité d'un coiffeur est la même à peu près partout dans le monde. Donc un problème de croissance lié à une forme de désindustrialisation qui est, on va dire, structurelle, exact. Puisque c'est pas de sous Emmanuel Macron, mais même si il ne l'a pas stoppé. Et il n'a pas stoppé, contrairement à ce qu'il a dit. Et ça se traduit comment ça, on va dire, pour le français moyen, l'employé, il y a quoi ? Il y a moins d'emplois, il y a une modification de la structure du bassin d'emploi ? Exactement. C'est-à-dire qu'en face de cette désindustrialisation, en fait, on a mis des petits boulots qui sont des petits boulots créés par l'ubérisation, des boulots d'auto-entrepreneurs. Ça aussi, les médias en parlent pas. L'élément clé du quinquennat Macron, c'est qu'on est passé de 1,1 million d'auto-entrepreneurs à 2,2. On a doublé le nombre d'auto-entrepreneurs. Il faut savoir que ceux qui... Ça, c'est déjà pas mal qu'on le double. Oui, sauf que le problème, c'est que c'est des gens qui ont zéro protection sociale et surtout qui ont des salaires extrêmement bas, quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt mauvais. Moi, je pense que ce statut n'a pas de raison d'être, ou alors vraiment à la marge, parce que les gens ont les désavantages du chef d'entreprise et les désavantages du salarié. Ils n'ont pas de sécurité de l'emploi, ils n'ont pas de protection sociale, ils n'ont pas de salaire fixe. Ils ont tous les désavantages. C'est le pire des mondes, en fait. Et donc, les auto-entrepreneurs, justement, qui se lancent à leur compte, et c'est par exemple les livreurs à vélo qu'on voit un peu partout dans Paris et d'autres petits jobs, c'est 600 € par mois. Donc, on est à peine au-dessus du RSA, 600 € par mois de gains. Et très souvent, c'est le seul métier des gens. C'est pas un métier en plus du métier habituel, quoi. Et pour vous, en tant qu'économiste, 600 €, on est en dessous du seuil de pauvreté, au-dessus ? Oui, largement en dessous, quoi, puisque le seuil de pauvreté, c'est 60% du salaire moyen, donc c'est 1 000 €. Donc on est largement en dessous. Et le problème qu'on a, en fait, ça a permis à Emmanuel Macron de faire croire qu'en fait, il avait créé plein d'emplois, que ça se pose, et même que le chômage était en train de disparaître, puisque le discours d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, c'est de dire qu'en fait, on va vers le plein emploi. Alors, il a fait tout un tas d'artifices et de façon, il faut le remarquer, de façon franchement brillante. Premier artifice, je ne sais pas si vous le savez, il y a encore 400 000 personnes en chômage partiel Covid. C'est-à-dire que le chômage partiel Covid, qui était tout à fait justifié en 2020, éventuellement début 2021 pendant les confinements, eh bien, il y a encore 400 000 personnes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont au chômage, mais qui ne sont pas comptés comme chômeurs, mais qui sont payés par l'État. Il y a aussi une autre astuce de Macron, c'est qu'en fait, il a créé 480 000 postes d'apprentis. On peut se dire, c'est super, parce que les apprentis, c'est bien, ils apprennent. Déjà, c'est souvent des apprentis maintenant Bac+3. C'est des gens entre 18 et 29 ans, principalement. Et ces postes d'apprentis, comment a-t-il obtenu ces postes d'apprentis qui font baisser fortement la courbe du chômage, parce que les gens, du coup, se retrouvent plus au chômage? Eh bien, c'est qu'il les a payés à 100%. C'est-à-dire que il offre 5 000 à 8 000 € par an aux entreprises, voilà, pour avoir un apprenti. Donc, du coup, l'apprenti est intégralement payé. Il y a un effet d'aubaine énorme qui a fait doubler le nombre d'apprentis en France. Ce
qui est pas mal, mais c'est pas durable. Et puis, il faudrait que les chefs d'entreprise payent aussi une partie, bien sûr, de l'apprentissage. Ça serait plus sain. Et ça lui permet de masquer le chômage. Et donc, dernière chose, les 1,1 million d'auto-entrepreneurs. Voilà comment Macron arrive finalement à nous faire croire qu'il a fait baisser le chômage. De toute façon, ça n'a pas de sens. Comment on fait baisser le chômage quand on n'a pas de croissance? Ouais, voyez. Donc, on a juste, quelque part, transformé la définition d'employé en auto-entrepreneur en diminuant les droits associés à un employé. Exactement. Voilà, c'est la réforme des droits du travail, les deux réformes sous le quinquennat Hollande par Macron et maintenant. Quoi, donc une précarisation de l'emploi. Exactement. Et en plus un appauvrissement des employés. Quoi, tout à fait. Et on le voit, alors ça on le voit dans quelques chiffres. Alors, les chiffres de la pauvreté de l'INSEE ont pas mal de retard, donc on ne peut pas tellement s'appuyer là-dessus, mais il y a grosso modo 10 millions de pauvres en France, 7 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire. On le voit aussi quand on regarde les courbes du nombre de repas distribués par les Restos du Cœur qui augmentent de façon d'ailleurs ininterrompue depuis 30 ans. Et Macron n'a rien fait de mal ou de pire que les autres, malheureusement, là-dessus. Et puis quand vous interrogez les gens, en fait, il y a quand même des sondages qui sont incroyables, qui vous disent que 20% des gens sautent un repas par jour, ils n'arrivent pas à se nourrir correctement. Et un tiers des gens qui renoncent à se soigner, alors que la santé est fondamentale, parce qu'ils n'ont plus assez d'argent en fin de mois pour se soigner. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est ce que disaient les Gilets jaunes, qui étaient soutenus par 70-80% des Français. Ils sont allés dans la rue, pourquoi? Parce que leur pouvoir d'achat baisse de façon importante. Et là, ça continue. Sur 2021, par exemple, les gens ont eu des augmentations de salaire très inférieures à l'inflation. Donc, on a une baisse quasiment de 1% du pouvoir d'achat des gens qui travaillent. Et puis là, ça commence à prendre... On n'en parle pas, mais ça devient quand même vraiment grave, puisque en France, on a 5% de croissance de l'inflation et des salaires qui augmentent toujours au même rythme. Donc, on a une baisse du pouvoir d'achat extrêmement forte, quoi. Et en France, c'est rien du tout, parce que... Et ça, c'est pour les employés et salariés. Et les salariés et les auto-entrepreneurs, puisque bon, à 600 € par mois, on sait qu'il y a un problème. Et comment ça se passe pour les retraités ? Pour les retraités, eux, ils ont le gel de leur retraite essentiellement depuis des années, à part quelques petits coups de pouce, mais sinon un gel des retraites. Donc, ce qui veut dire que, compte tenu de l'inflation, il y a une baisse aussi du pouvoir d'achat des retraités. Et encore en France, la France, si vous voulez, a fait, pour éviter une explosion sociale, puisque la France est un pays très éruptif, en fait, Macron a payé la hausse des dépenses des factures d'électricité des Français. Macron, on a payé une partie avec l'argent de l'État, quoi, évidemment. Sinon, là, les factures ont beaucoup augmenté, mais elles auraient augmenté de 20% de plus début janvier. Et ça, c'est plusieurs milliards d'euros qui ont été payés par Macron. Pareil pour les factures de gaz qui ne sont pas payées au vrai prix. Du coup, en France, on n'a que 5% d'inflation, alors qu'en Hollande, on a 12% d'inflation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, les prix de l'énergie ne sont pas du tout atténués par l'État qui paye à la place du citoyen. 12% d'inflation, ce qui veut dire qu'il y aura 10% de perte de pouvoir d'achat aujourd'hui en Hollande. Et donc, ça veut dire qu'on aura un problème et d'inflation et de récession. Parce que si les gens n'ont pas l'argent pour consommer, on va vers une récession assez forte. Donc, on a été pendant une dizaine d'années en période de stagflation et là, on va clairement vers une période de récession, d'après vous? Oui, là, je pense qu'on va vraiment vers une récession. On ne voit pas, de toute manière, on a un problème majeur. Aux États-Unis, on a 8,5% d'inflation, ce qui veut dire que les taux sont en train d'augmenter très fortement, ce qui va faire baisser l'immobilier. Comment la bourse de New York, qui est extrêmement chère, va pouvoir tenir avec des taux d'intérêt qui vont peut-être pas aller à 8%, mais au moins à 5%, eh bien, ça va être impossible. Donc, il y a quand même des risques extrêmement forts qu'on ait une crise financière et économique qui soit en train de nous arriver dessus. Toutes ces mesures, cette faiblesse de la croissance, cette désindustrialisation, tout ça, ça a été financé comment, on va dire, et la crise Covid? Tout ça, ça a été financé, en fait, comme on n'arrive plus à créer de la richesse, finalement, créer de la dette publique pour essayer de tenir les morceaux. Quoi qu'il en coûte, on n'a créé que de la dette. Que de la dette, quoi, effectivement. Et moi, vous voyez, en fait, le libéralisme en France est dans une forme d'impasse, puisqu'en fait, on est dans le grand marché, la mondialisation économique. On nous dit qu'il faut privatiser les services publics, comme EDF, comme La Poste, comme tout un tas de services publics, qu'il faut faire de la liberté de circulation des capitaux, même avec les paradis fiscaux, quitte à avoir des recettes fiscales pompées et de l'évasion fiscale massive. Et en même temps, donc ce modèle n'arrive plus à créer de la richesse, mais moi, la chose qui me choque et dont on parle très peu, c'est le fait que c'est l'État qui paye les salaires maintenant. C'est-à-dire que le SMIC, on arrive à quasiment à zéro charge du côté des employeurs, zéro cotisation sociale, et même du côté des salariés, les cotisations sociales sont hyper faibles. Mais on est allé tellement bas que maintenant, c'est l'État qui paye les primes d'activité. C'est-à-dire qu'un SMICard qui est tout seul, qui vit seul, il a 200 € de prime d'activité. Ce qui veut dire que l'État, en fait, pour éviter qu'il y ait une explosion sociale et pour satisfaire les gens au fur et à mesure, et dont les Gilets jaunes,
a augmenté petit à petit en 10 ans cette prime d'activité. Donc l'État paye 20% des salaires des smicards. J'en suis ravi pour les smicards, sinon ils ne pourraient pas vivre leur vie. C'est une bonne chose que l'État se substitue et prenne en charge ce genre de choses. En France, on a eu quand même un pays social, à vocation sociale, mais c'est pas pérenne, ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça. Moi, j'en suis ravi pour les gens, parce que sinon, ils ne pourraient pas vivre, mais on voit que le modèle est... Donc c'est une aide temporaire, mais il faut qu'on travaille la structure. C'est pas à l'État de payer les salaires du secteur privé, quoi. Je veux dire, c'est pas à l'État de payer un complément de salaire du secteur privé pour que les gens puissent vivre. On voit qu'on est dans une impasse complète du système économique. Donc on a un immeuble qui est bancal, on a mis un échafaudage pour le soutenir, mais il y a toujours l'inertie et on n'a toujours pas fait les travaux de structure. On n'a toujours pas les travaux de structure qui, pour moi, je suis un souverainiste, je veux dire, pour exporter plus, pour avoir de l'industrie, il n'y a pas 10 000 choix, il faut avoir un monnaie au juste prix. Je veux dire que les Chinois, ils savent baisser leur monnaie pour être compétitifs. Nous, il faut qu'on ait un niveau de monnaie suffisamment bas pour être compétitif, ce qui veut dire une sortie de l'euro. Il faut faire de la commande publique qui est réservée aux entreprises françaises, comme tous les pays du monde et comme la Chine particulièrement, qui se développe bien. Il faut faire comme la Chine, c'est-à-dire de l'État stratège, parce que la Chine sont dans le jeu de la mondialisation économique d'une certaine manière. Mais l'État est partout pour aider à développer l'industrie, qui est la clé de la prospérité, Et après, derrière, l'économie roule bien. Donc, on a vraiment besoin de faire un gros travail là-dessus. Et des taxes sur les importations pour éviter... Oui, sur certaines importations, sur certaines filières naissantes. Par exemple, c'est absurde, on achète des panneaux solaires en Chine, qui sont certes 20% moins chers facialement. Quand vous achetez un panneau solaire 80 en Chine contre 100 en France, ça vous coûte plus cher. Parce que quand vous l'achetez une entreprise française, vous avez des cotisations sociales, vous avez des impôts de production divers et variés, de l'impôt sur les sociétés. Et en fait, quand vous achetez même 20% plus cher en France un panneau solaire, eh bien pour l'État, c'est beaucoup moins cher. Parce qu'il y a tout un tas de rentrées fiscales qui sont là, Donc c'est fondamental sur toutes les filières naissances, hydrogène, solaire, transition énergétique. Voilà, il y a un énorme travail à faire et il y a un gros enrichissement à faire pour les Français, Tout à l'heure, je crois que vous avez dit c'était 600 milliards, l'endettement supplémentaire. Oui. Quels ont été les contrôles, d'après vous, qui ont été mis en place pour contrôler ce quoi qu'il en coûte et surtout essayer de voir quel est le bénéfice-risque, le rapport qualité-prix, on va dire, sur ces mesures? De toute façon, ces mesures, elles étaient obligatoires. Sinon, les restaurants, ils auraient tous fermé. Et donc, on serait dans une France sans restaurants, sans commerce. À partir du moment où on faisait l'erreur de confiner et de faire surtout... Moi, le confinement pour 3 semaines, le temps de comprendre la maladie, on peut le comprendre. Le confinement qui dure 1 an, là, voire 1 an et demi, c'est dans l'absurdité. Et ça coûtait extrêmement cher, Après, il y a eu beaucoup de fraude, évidemment. Je veux dire, les gens ont pu frauder de façon importante. Ces mesures étaient mal faites de toute manière, parce que les restaurants, par exemple, recevaient des aides, mais ils n'étaient pas obligés de payer leur loyer. Donc, alors qu'il aurait fallu faire un ensemble d'aides beaucoup plus cohérentes pour que tout le monde s'en sorte. Qui est une chaîne complète de cohérence. Voilà, une chaîne de cohérence. Par exemple, l'État aurait pu dire, bon, allez, parce que c'est le coût principal pour un commerce, le loyer généralement, notamment dans des grandes villes. L'État aurait pu dire, moi je paye 1/3 du loyer, mais par contre, le propriétaire fait cadeau d'1/3 du loyer au locataire, et le locataire paye quand même 1/3 de son loyer. Vous voyez, quelque chose donc de il y a cohérent. eu un effet d'aubaine pour celui qui le récepteur de l'aide, mais pas pour malheureusement, ça s'est pas traduit. Voilà, et puis ça posait des problèmes, effectivement. Et en fait, on a l'impression que personne n'y gagne. Donc on a une France qui se dégrade, qui va vers la tiers-mondisation, mais il y a quand même une partie de la population qui a gagné. Il faut quand même bien le dire sous Macron. Macron est vraiment le président des très riches. C'est-à-dire que l'étude de l'OFCE, il ne faut pas l'oublier, qui montrait qu'en fait, les mesures de baisse d'impôts sur les sociétés, de baisse d'impôts sur les dividendes, de baisse d'impôts sur les plus-values et bien sûr d'impôts sur la fortune, ont fait qu'il y a 1% des Français qui ont gagné 24 000 € de baisse d'impôts par an. C'est les Français les plus riches, ils ont gagné 2 SMIC par mois. C'est là où, quelque part en termes économiques, ça n'a absolument aucun sens. Et sachant que les plus riches des plus riches sont ceux qui ont le plus gagné, puisque les 500 premières fortunes françaises sont passées de 500 milliards d'euros à 1000 milliards d'euros. Ils ont doublé. Ouais. Il faut savoir que ça vient de 80 milliards d'euros en 95. C'est-à-dire qu'en 25 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises ont été multipliées par 12 pendant que le patrimoine des Français n'a pas augmenté. On a entendu quand même Emmanuel Macron dire qu'il avait mis l'impôt sur les sociétés, les GAFAM, je crois que c'est la taxe à 15%. Oui. Qui ne concerne pas tous les GAFAM d'ailleurs. Non, en plus cette taxe pourrait être enlevée si jamais on trouvait une autre taxe.
Mais de toute manière, on n'en est même plus là. C'est-à-dire que les GAFAM, c'est même plus l'impôt qui fraude, c'est la TVA, c'est tout. C'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires qui est même plus déclaré dans le pays où il est produit, quoi. Donc on a un problème gravissime. Il faudrait juste faire une chose très simple. C'est une fraude ou un jeu d'optimisation fiscale? Pour moi, c'est une fraude et une évasion fiscale, très clairement. Après, le problème, c'est que les États ont participé. Les règles de l'Union européenne permettent au Luxembourg permettre cette évasion, on va dire. De faire cette évasion. Je veux dire, le Luxembourg a 6 000 milliards d'euros de capitaux. C'est-à-dire que c'est un pays minuscule, mais qui concentre les capitaux des plus grandes multinationales, et notamment énormément de capitaux français. Et en fait, on leur permet très facilement de frauder, finalement. Et surtout, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui valide toutes les fraudes. Il y a eu des fraudes contre McDonald's qui remontaient ses bénéfices au Luxembourg. La France a puni, la justice française, au bout de nombreuses années, a puni McDonald's. Et la Cour de justice de l'Union européenne a dit non, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc là, on a un vrai sujet avec l'Union européenne. Tout à l'heure, en introduction, quand vous décriviez, on va dire, le souverainisme, on parlait de la capacité de l'État à décider. Juste une question, donc il y a capacité, il y a compétence. Est-ce que l'État aujourd'hui a ses compétences? Est-ce qu'on est capable de garder les talents? Puisque quand on parle d'évasion fiscale, on peut dire il y a l'optimisation. Les GAFAM ont les moyens de payer les meilleurs fiscalistes, les meilleurs ingénieurs fiscalistes. Est-ce qu'on a quand même cette compétence au sein de l'État? Alors sur l'évasion fiscale, par exemple, en fait, quand vous prenez des gens qui vont faire du contrôle fiscal, notamment pour ces grandes entreprises qui font de l'évasion, oui, vous pouvez faire des choses, ils sont extrêmement rentables. Ces gens-là, malheureusement, on a fait baisser le nombre de ces gens-là. Mais plus globalement, au niveau de l'État et surtout du gouvernement, en fait, on a une baisse de compétences et qui se comprend très simplement. Quand vous avez des gens, un gouvernement qui n'est plus souverain, donc il ne peut plus décider de la marche de la France, à part de décider de faire des baisses d'impôts et des petites mesures, et bien puisque tout se décide de plus en plus à Bruxelles par l'Union européenne, même l'Europe de la santé récemment, depuis un an, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs partent, en fait, du gouvernement, puisque les meilleurs il n'y a plus d'action forte possible qui peut être fructueuse. Donc, les meilleurs partent. Donc, on a clairement une médiocratie. Et on le voit notamment au niveau du gouvernement. Je veux dire, on voit au niveau de la politique une médiocratie envahir le champ politique. Quand on a entendu les ministres du gouvernement Macron, on voit bien que c'est pas du tout au niveau. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des cabinets de conseil pour justement compléter ses compétences? Sans doute, mais pas que. Sans doute, mais pas que. Il y a une partie de ça. Il y a une partie parce qu'ils travaillent énormément sur la communication, sur le nudge. Vous en avez parlé d'ailleurs à François de nombreuses fois. Et puis, il y a une connivence. En fait, ces gens-là pensent la même chose, quoi. De toute manière, McKinsey, on sait qu'il y a 15 personnes de McKinsey qui ont écrit en partie le programme de Macron, qui ont travaillé gratuitement pour le programme de Macron. Et finalement, tout ça est complètement cohérent. Ce sont des gens qui ont exactement la même idéologie. Donc aujourd'hui, en tant que Français, si on doit résumer, on va dire, le constat pour vous du quinquennat Macron? Bilan calamiteux, mais par contre, bilan économique calamiteux, mais bilan maquillé comme une voiture volée. C'est Alexis Poulain qui avait trouvé la formule, c'est une formule parfaite, maquillé comme une voiture volée. Il a fait 28 et quelques % dimanche dernier. Il brigue un nouveau mandat avec une politique. Pour vous, on continue cette politique ou il va y avoir encore d'autres surprises? On n'a pas beaucoup d'indications finalement sur sa politique, puisque il n'y a pas beaucoup de mesures qui ont été proposées. La mesure phare, c'est la retraite à 65 ans. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui montre que 77% des Français y sont opposés, donc on est presque à seulement 20% d'accord et des Français et 80% ont complètement des accords. Et pourtant, ça, c'est la mesure la plus importante de Macron. Et là, on a une forme d'arnaque et d'escroquerie encore avec Macron. C'est-à-dire qu'il nous dit, oui, mais on vit plus longtemps, oui, mais etc. J'ai besoin absolument d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Alors le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de déficit public des retraites, du régime des retraites en ce moment. On a 2,5 milliards de déficit, ce qui est quand même très peu aujourd'hui, et on a 2,5 milliards d'excédents dans les régimes des retraites complémentaires. Donc on est globalement à l'équilibre. Macron, il oublie une chose aussi, c'est qu'il y a 150 milliards d'euros de réserves dans les fonds de réserve des retraites. Donc il y a des réserves pour passer. La dernière période qui est un peu difficile pour les retraites, c'est-à-dire jusqu'à 2030. Le baby-boom, il est en train de terminer. En 2030, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'en fait, on va avoir une baisse du coût des retraites dans le PIB français et pour la société française. Donc, il n'y a absolument pas besoin de faire cette réforme des retraites, très clairement. En plus, les Français voient bien que c'est un problème gravissime. Et puis, quand on a dépensé 650 milliards d'euros de dette pour une gestion absurde du Covid, comment pouvoir dire qu'il faut absolument faire une réforme du système des retraites pour gagner quelques milliards, alors que ça poserait des problèmes gravissimes aux Français?
puisque Macron le disait lui-même dans le grand débat il y a 2 ans, après les Gilets jaunes, il disait mais c'est absurde d'augmenter l'âge de départ à la retraite, puisqu'en fait, les Français déjà, à 62 ans, arrivent à moitié, la moitié des Français arrivent sans emploi. Donc comment peut-on leur demander d'aller jusqu'à 65 ans alors qu'ils n'ont déjà pas d'emploi à 62 ans, voire à 55 ans? Voilà ce que disait Macron, et pourtant, il envoie cette réforme des retraites. Voilà. Pourtant, l'Europe a dit dernièrement, je crois cette semaine encore, qu'il faudrait porter l'âge de la retraite à 70 ans. Donc là, vous êtes en désaccord. Oui, désaccord. Mais ceci dit, il y a quand même quelque chose d'important à voir. La France n'est pas du tout dans la même situation que la Lituanie, la Hongrie. En fait, autre chose dont on parle peu dans le débat public, c'est la démographie. La France et le Royaume-Uni ont à peu près 1,8 enfants par femme, mais ils avaient encore 2 enfants par femme récemment. Alors que des pays comme l'Allemagne ont 1,3 enfants par femme, Hongrie, enfin tous les pays, même l'Espagne a 1,2, 3 enfants par femme. Ils n'ont pas le même système de retraite. Nous, on a un système par répartition, eux plutôt. Oui, enfin il y en a beaucoup de répartition quand même en Europe. Il y a parfois de la capitalisation vous aussi. De la Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. La capitalisation. Tout même à s'il y a fait. une retraite. Tout à fait. D'ailleurs, le système de retraite par capitalisation, quand on va avoir une baisse des marchés financiers, parce que les marchés financiers ont monté que depuis 40 ans sans arrêt, quand il y aura une baisse des marchés financiers qui risque d'être globale, baisse sur les obligations et les actions, là, ils vont souffrir violemment, les systèmes de retraite par capitalisation. Ils pourront pas tenir, à mon avis, dans les pays anglo-saxons aux États-Unis. Mais il faut voir que donc, ils ont une démographie qui ne justifie pas les mêmes mesures qu'en France, quoi. Ils ont vraiment un problème grave de baisse de la population qui arrive dans les 20 à 30 années à venir, en Allemagne, en Hongrie, en Espagne, en Italie, et ce qui n'est pas le cas de la France ou du Royaume-Uni. Donc la retraite a toujours été, on va dire, depuis les 50 voire 60 dernières années, ça a été un sujet pour chaque campagne présidentielle, puisque je crois que même en 1950, François Mitterrand, à la grève du train postal, avait dit qu'il fallait mettre la retraite à 65 ans pour après la mettre en 80 à 60 ans. Puis, oui. Donc à chaque fois, oui, c'est un sujet. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette notion d'âge de la retraite, d'après vous? Qu'est-ce que quelqu'un dans la rue doit se rappeler? Est-ce que c'est le nombre d'années? Est-ce que c'est l'espérance de vie? Comment faut-il? C'est vrai qu'il y a eu une certaine hausse de l'espérance de vie, mais la hausse de l'âge de départ à la retraite, elle est beaucoup plus vite que l'espérance de vie. C'est-à-dire que les boomers sont partis à la retraite à 60 ans, voire à 57 ans en pré-retraite, et ils demandent maintenant à leurs enfants de partir à 65 ans, de voter pour un Macron qui, une partie des boomers importantes, demandent que leurs enfants partent à 65 ans. Il faut savoir quand même que ça pose un vrai problème, parce que les 5% les plus pauvres meurent en moyenne à 71 ans, mais il y en a beaucoup qui meurent avant, et puis les 5% les plus riches à 84 ans. Donc c'est vrai que certains vont toucher leur retraite quelques années, alors que les plus riches toucheront leur retraite beaucoup d'années. Bon, ça pose effectivement un problème d'équité qui est pas simple à régler, mais je pense qu'il faut pas se leurrer. Par exemple, des gens qui sont éboueurs, qui ont une espérance de vie très très courte, puisqu'ils sont au milieu des substances parfois toxiques, et un métier très difficile, on va pas les faire travailler jusqu'à 62, 63, 64, 65 ans. De toute façon, à 63, 64 ans, les gens seront cassés. Il y a plein de métiers manuels où c'est absolument impossible, quoi. Et même pour les métiers intellectuels, le problème, c'est que les entreprises ne veulent pas de gens vieux. Et même à 55 ans, ça devient complexe pour les gens de retrouver du travail. Donc voilà. Mais la retraite, c'était un havre de paix, si vous voulez. Le marché, le milieu du travail, le marché du travail est très dur depuis longtemps. Et en fait, pour les Français, c'était l'ultime étape où enfin on y est arrivé, on peut rester et on réussit. Et là, l'âge de la retraite s'éloigne à l'horizon au fur et à mesure que les gens s'en rapprochent, quoi. Le ouf de soulagement de je n'ai plus à travailler ou à me lever demain matin est en train de s'éloigner. C'est ça. Ça devient une illusion. C'est ça, sachant que le système est déjà quand même pas simple, parce qu'il faut avoir minimum 62 ans et 42, voire bientôt 43 années de cotisation. C'est pas simple d'avoir tout ça, quoi, et d'arriver jusqu'au bout, quoi. Donc, d'après vous, un bilan catastrophique, peut-être essayons de finir. Qu'est-ce que vous lui prêteriez à Emmanuel Macron de positif dans son quinquennat économique? Pas grand-chose, je dois dire, parce qu'il y a l'aspect effectivement financement des startups, puisque en fait, il a permis que chaque start-up, si quelqu'un mettait par exemple 100 000 euros dans une start-up, l'État mettait 100 000 euros. Donc ça a été un énorme cadeau aux créateurs d'entreprises. Donc apparemment, c'est positif, quoi. Le seul problème, c'est que souvent ces startups finissent par se revendre à des Américains à la fin, parce que le système de financement français n'est pas bien bouclé. Franchement, je vois pas grand-chose de positif. Il doit bien avoir satisfait une partie de la population, puisqu'il y a 28% des gens qui revotent pour lui. Donc
Alors, il a satisfait la classe bourgeoise, effectivement, notamment les 1%, n'en parlons pas, qui sont des fans, hein, puisqu'il leur a donné 2 SMIC par mois en plus, hein, avec ces réformes de l'impôt sur le capital. Il a satisfait, il y a une partie aussi des boomers, hein, des classes retraitées, c'est eux qui mettent Macron finalement au 2e tour. Parce que Macron, c'est... En sacrifiant la jeunesse. En sacrifiant la jeunesse, parce que Macron, c'est, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout le président des gens actifs, dynamiques, c'est le président des inactifs et des retraités. Sans eux, en fait, Macron ne serait pas au second tour, ça serait Mélenchon, Marine Le Pen. Marine Le Pen étant en tête, en fait, grosso modo, chez les salariés, elle est en tête globalement, et largement devant Macron, et même Mélenchon, je pense, doit être devant aussi Macron. Donc on voit bien qu'on a une fausse image, et c'est ces gens qui ont peur et qui veulent que le système ne change pas. Bon, quand on vieillit, on se sclérose, qui veulent que le système ne change pas, alors qu'il y a un besoin majeur de changer et de renverser le système. Écoutez, Philippe, merci beaucoup pour ces explications. Peut-être le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez à vos concitoyens si vous les voyez dans la rue demain ? Oh non, mais je vais pas donner de consigne de vote. Hein. Je pense que chacun est très grand et grand. On n'est pas là pour faire de la politique, voilà, on est là pour faire de l'économie. Effectivement. Mais par contre, ce que je dirais en tant qu'économiste, c'est l'industrie, c'est le nerf de la guerre, c'est la clé de la prospérité. Sans industrie, la France deviendrait un pays du tiers-monde. Donc absolument, votez pour des candidats qui vont défendre l'industrie. Écoutez, merci beaucoup et merci tout le monde de nous avoir suivis pour cet entretien essentiel sur le bilan du quinquennat économique d'Emmanuel Macron, qui, d'après l'économiste Philippe Murat, est assez catastrophique. Merci Philippe. Merci beaucoup, Xavier Zalbert.